Bonsoir. Alors, hop. Oui, oui, merci. On accorde à Thierry 30 secondes par rapport à l'horaire. Bon, c'est ce problème vestimentaire ayant été réglé. Bienvenue pour cette reprise, cette campagne, non pas 2005, non pas 1805, mais 2024-2025 du Cercle d'études. Nous accueillons ce soir Vincent Yévé, qui a démarré comme archiviste paléographe. Là, j'ai pris un coup moral total quand je me lance avec un certain Napoléon, qui, comme vous le savez peut-être, était son frère. Quoi qu'en pensent certaines mauvaises langues qui font des études ADN. Voilà. Il va vous parler. Alors, Dieu sait que la cour des Habsbourg, cette cour si ancienne, a connu des moments difficiles, mais là, en 1805, je pense que c'était particulièrement difficile. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour cet accueil, pour l'invitation que m'a faite Thierry Lenz il y a quelques mois de ça. Et donc, oui, j'ai le grand plaisir de vous parler ce soir, finalement, d'un sujet qui n'a pas été tant traité que ça par l'historiographie française. D'abord, l'occupation de Vienne en 1805 n'avait pas fait l'objet d'une étude poussée au cours des 2 siècles derniers, mis à part quelques fascicules autrichiens. Et on sait par exemple, par contre, qu'il y avait une étude réalisée sur Vienne 1809, mais il me semblait finalement plus intéressant de revenir aux origines même de la première occupation. Ensuite, cette occupation, elle est occultée par une bataille célèbre, la bataille d'Austerlitz, sur laquelle je ne reviendrai pas ce soir. Je m'en excuse auprès de nos plus ardents historiens militaires ici présents, justement parce que l'histoire de la bataille est tellement connue qu'on n'a pas nécessité de la refaire tous les 15 jours, même si bien sûr je comprends que ça fait très plaisir à tous ceux qui l'écoutent. Voilà. Néanmoins, la question qui se posait ici, c'est comment vit une ville, une capitale européenne à l'heure française au moment où les troupes napoléoniennes y entrent et y imposent la loi militaire. Donc Vienne, il est vrai, est assez éloignée des différents champs de bataille qui sont ceux de la campagne de 1805, à savoir d'abord la prise d'Ulm au mois d'octobre et ensuite après la bataille d'Austerlitz au mois de décembre. Vienne, c'est presque une halte, une étape, et de ce fait, elle n'a pas été gardée par une garnison énorme. Napoléon a laissé une petite garnison d'une dizaine de milliers d'hommes, qu'il a d'ailleurs dégarni au fur et à mesure qu'il avait besoin de faire monter les régiments vers la Bohème. Mais surtout, il a confié les clés de la ville à 2 hommes remarquables, 2 administrateurs, même 3, excusez-moi, j'en oublie un à chaque fois, 3 administrateurs remarquables. Le premier d'entre eux, Henri-Guillaume Clark, son secrétaire, qu'il laisse sur place, avec la charge de s'occuper à la fois de Vienne, mais de toute la région de la Basse-Autriche. Donc il va être gouverneur de la Basse-Autriche. Et le second, le futur comte Daru, intendant de la Grande Armée, qui va s'occuper de l'aspect administratif civil et surtout de percevoir les fameuses contributions que doivent payer les Autrichiens. Et puis le dernier, le général Hulin, qui est connu pour être un homme aux manières parfois peu élégantes, mais qui fait preuve d'une très grande efficacité, qui est nommé gouverneur militaire de la ville et qui donc gère le quotidien de la garnison.
Donc ça, c'est ce qu'on lit de toute façon dans la plupart des ouvrages. La question qu'on se pose rarement, c'est mais que pensent les Autrichiens, comment vivent-ils le quotidien de cette occupation et comment finalement cette catastrophe leur est tombée littéralement sur la tête. On parle souvent de la débâcle de 1940, ici en France, comme étant un choc national d'ampleur, le plus grand qu'on ait connu. Pour les Viennois, c'en est un également. Il faut savoir que la ville n'a pas fait l'objet d'une occupation étrangère depuis 1481. Et encore, il est difficile de parler d'occupation étrangère puisqu'il s'agissait à l'époque de troupes hongroises et qu'entre-temps, l'Autriche et la Hongrie, on le sait, se sont vaille que vaille mariées. Donc la ville, en revanche, a fait l'objet par le passé de 2 sièges majeurs, l'un en 1529, l'autre en 1683, par les troupes ottomanes. Et c'est d'ailleurs l'une des grandes fiertés des Autrichiens, encore aujourd'hui, quand vous visitez la ville, de rappeler qu'ils ont vaillamment résisté et que dans les 2 cas, les Turcs se sont cassés les dents sur les murailles, à tel point d'ailleurs que le 2e siège ottoman de 1683 signe véritablement la fin de l'Empire. Dans sa croissance européenne et le début d'un reflux qui va se poursuivre jusqu'en 1920 en réalité. Donc cet aspect est vraiment aussi à prendre en compte, que les Viennois jusqu'à présent ont dormi tranquilles derrière leurs murailles, l'esprit en paix, se disant que de toute façon aucune armée étrangère ne serait capable de venir les envahir. Ou si c'était le cas, eh bien ils se défendraient. Sauf que là, en octobre 1805, eh bien, la ville est ville ouverte, il n'y a plus de cours. On a enlevé tout ce qui était possible d'enlever. On a laissé juste une caisse avec quelques florins à l'intérieur pour payer les premières dépenses du corps français qui va prendre position. Et on a même le général Murat, beau-frère de l'empereur, qui a aimablement laissé 2 jours une journée de répit au service autrichien pour terminer leur évacuation avant d'entrer. Tout a été minutieusement mis en place pour justement mettre la ville sous couvert de la protection de l'armée française. Parce qu'en fait, il s'agit bien pas du tout de résister, même si la guerre continue. Là, pour l'instant, il n'est pas question encore d'armistice. La guerre continue et l'Autriche est toujours une nation belligérante. Et en fait, la question que se posent nombre d'Autrichiens à cette époque-là, et c'est celle que l'on retrouve notamment dans le journal de Anton von Geusau, qui est un écrivain et historien qui va d'ailleurs publier la première histoire de l'occupation française de Vienne dès 1806, c'est mais comment en sommes-nous arrivés là, pardon, et comment cette catastrophe a pu avoir lieu. Qui sont les coupables? Évidemment, on cherche comme toujours à identifier des coupables, et les coupables se trouvent peut-être effectivement à la cour de Vienne, cette cour que j'ai intitulée pour cette communication, une cour dans la tourmente. Mais avant même de parler de la cour de Vienne, j'aimerais quand même resituer un peu les quartiers, la géographie même de la ville, parce que là, vous avez ici un plan qui est légèrement postérieur à l'année 1805. C'est un plan qui a été réalisé dans les années 1820, mais en réalité, vous avez encore l'ancienne configuration de Vienne. C'est-à-dire que c'est la ville cernée par les remparts. Aujourd'hui, ces remparts ont disparu. Je pense qu'une grande partie d'entre vous ont déjà visité la ville et vous savez que les remparts aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le ring, donc ce boulevard circulaire qui vous permet d'une certaine façon de passer très facilement d'un quartier à l'autre et qui a été voulu d'ailleurs par l'empereur François-Joseph au moment où pour ainsi dire, il détruit l'ancienne ville pour en construire une nouvelle, un peu sur ce que fait au même moment le baron Haussmann à Paris, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de tout ce qui rappelle le Moyen-Âge ou l'époque, début de l'époque moderne, pour faire de la ville aussi une ville sûre. C'est-à-dire que là, vous avez
en rose, en vert, en jaune et en bleu les quartiers historiques de la ville de Vienne. On y reviendra un peu plus tard, notamment pour ce qui est de leur configuration sociale. Mais donc ça, c'est effectivement le vieux Vienne. Et puis tout autour, déjà, en fait, les remparts ne protègent quasiment plus rien parce qu'autour, vous avez des faubourgs qui se sont créés, parfois même, je dirais, de façon directe, pour des raisons simples. C'est que c'est une ville qui est en train de s'industrialiser petit à petit, et donc qu'une nouvelle catégorie sociale est en train d'apparaître, c'est l'ouvrier. Et donc, évidemment, les aristocrates autrichiens qui composent une grande partie de l'administration impériale, et je pense notamment au comte Karl von Zinzendorf, qui m'a énormément aidé dans la rédaction de mon étude, parce qu'il nous a laissé un journal passionnant et extrêmement bien documenté sur le quotidien de Vienne occupée, mais donne aussi beaucoup d'informations sur son travail au ministère. Il est conseiller, si vous voulez, aujourd'hui, il serait conseiller économique, l'équivalent de nos conseillers à Bercy. Il porte le rang de ministre, mais en Autriche, ministre ne signifie pas la même chose qu'en France. En fait, c'est l'équivalent d'un conseiller supérieur, mais ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un ministre dans un gouvernement français. Et Karl von Zinzendorf, qui par ailleurs a des idées économiques très libérales, il est contre les monopoles, les privilèges, il est contre le corporatisme, voit d'un très mauvais œil arriver près finalement de la Hofburg, qui se trouve donc au sud, vous la trouvez ici. Il trouve que c'est dangereux de voir arriver de nouveaux quartiers qui cernent littéralement la ville. Et c'est quelqu'un qui est très documenté, qui est très cultivé. Il voit le même phénomène arriver en Angleterre, et donc il prédit évidemment des problèmes importants. Et d'après lui, finalement, ce genre d'industrie ne devrait pas se trouver dans une capitale administrative, mais plutôt être mis en périphérie, près des frontières, ou je ne sais, enfin pas près des frontières, mais je veux dire plus loin, d'une certaine façon, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et ce seront les problèmes du 19e siècle, ce qu'on appelle les classes dangereuses. Ces classes dangereuses, elles arrivent à Vienne qui est passée en quelques dizaines d'années d'une ville qui était une ville d'une importance moyenne à une capitale de pratiquement 200 000 habitants, et qui va continuer à croître durant tout le 19e siècle. Ceci dit, l'une des grandes explications de cette croissance, c'est aussi parce que l'administration des Habsbourg s'est beaucoup centralisée au cours des siècles, du siècle précédent, c'est-à-dire le 18e, le siècle de Marie-Thérèse et de Joseph II principalement. Eh bien, c'est une course à la centralisation, et forcément, qui dit centralisation administrative dit aussi centralisation économique. Et donc, les grandes banques viennoises qui vont financer l'industrialisation du pays, attirent naturellement aussi les capitaines d'industrie qui résident à Vienne. L'autre raison aussi pourquoi Vienne est tellement importante d'un point de vue économique, c'est que vous avez tout au nord de la carte, là vous le voyez bien, vous le voyez aussi sur la carte précédente, c'est le Danube. Et donc le Danube, c'est l'un des principaux fleuves commerciaux d'Europe. Grâce à lui, on va jusqu'à la mer Noire, on peut commercer avec Constantinople, et puis surtout, il traverse les plaines de la Hongrie, où on cultive d'une certaine façon le blé de l'Europe. Donc l'approvisionnement d'une partie de l'Allemagne, et bien entendu de la monarchie habsbourgeoise, dépend beaucoup du fleuve Danube. Et donc cette navigation, évidemment, est à la fois une manne commerciale, mais elle nécessite aussi de bien protéger les abords du fleuve. Et comme on le sait, il y a très peu de ponts au-dessus du Danube à cette époque-là. Il y en a un très important, le pont du Mont-Tabor, que les Français vont d'ailleurs sécuriser le plus vite possible en octobre 1805 pour éviter que les Autrichiens ne le fassent sauter. Et là, les Murat vont y parvenir d'ailleurs en mystifiant un peu le commandant autrichien, en lui laissant entendre qu'une suspension d'armes avait déjà été signée, qu'il n'y avait plus besoin de faire sauter le pont. Et
finalement, heureusement que ce pont n'a pas sauté, parce que sinon, on aurait eu pratiquement 150 000 habitants sans aucun approvisionnement dans les mois les plus difficiles de l'année, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, janvier, au moment où on vit sur les réserves. Donc, voilà, cette particularité géographique de Vienne est très importante à saisir aussi pour comprendre les enjeux qui sont ceux de la monarchie des Habsbourg, une monarchie qui arrive un peu au carrefour de son histoire, en tout cas à une étape importante de son histoire, au moment où François II arrive au pouvoir en 1792. Alors voilà d'ailleurs un magnifique portrait que je ne connaissais pas, je l'ai trouvé en préparant cette conférence. Il est au musée Carnavalet, portrait équestre de l'empereur, réalisé probablement entre 1799 et 1809, donc pile au moment où nous faisons sa connaissance d'une certaine façon. François II, c'est vrai que les historiens napoléoniens ont tendance un peu à l'évacuer facilement, en laissant entendre qu'après tout, c'était un personnage sans envergure, sans intelligence, un bon petit fonctionnaire tatillon qui se lève le matin tôt, va au bureau, engrosse sa femme le soir, et voilà, et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, puisqu'il va se marier 3 fois, qu'il va avoir beaucoup d'enfants, effectivement. Mais en fait, comme toujours en histoire, il faut se méfier de réduire une personne à quelques traits de caricature, surtout que question caricature, on verra, François II aura son lot, hein, comme Napoléon. Évidemment, ce n'est pas le plus glamour des souverains de l'époque, voilà, mais comme beaucoup de souverains de son époque, parce que quand vous regardez les têtes couronnées européennes de l'an 1800, eh bien, on a quand même pas mal de personnalités qui sont étranges, entre Charles IV d'Espagne, Ferdinand de Naples, pour ne citer qu'eux, hein, et François II est lui-même on va dire, un mystère ambulant que peu de personnes peuvent prétendre avoir percé. Il n'y a qu'une seule personne en réalité qui le connaît réellement, c'est l'homme qui le suit depuis quasiment ses premiers pas. Et c'est-à-dire un peu son père de substitution, monsieur de Colloredo, celui qui fut son tuteur, ce qu'on appelle en autrichien un ayo, c'est-à-dire son gouverneur, et qui l'a suivi de la Toscane où il est né, parce que rappelons que François II est né en Toscane et non pas à Vienne, et ensuite il a été envoyé à la cour de Vienne à la demande de Joseph II, qui avait de toute façon déjà compris qu'il n'aurait pas d'héritier direct et que la couronne passerait soit à son frère Léopold, qui n'est pas d'une santé très vigoureuse, mais plutôt à son fils aîné, c'est-à-dire le futur François II. Donc, il a 7-8 ans, un peu plus, pardon, quand on l'envoie à la cour de Vienne, et Joseph II avoue plus tard dans sa correspondance avec son frère sa déception du jeune archiduc qui ne s'intéresse ni à la chasse, alors ça c'est terrible, hein, surtout dans la famille des Habsbourg, ni à la fête, ni vraiment aux femmes, qui passe son temps à classer ses livres, à construire des cages pour les oiseaux et à rêvasser, à toutes sortes de choses. Quand on lui dit de faire quelque chose, il le fait, il ne se rebelle jamais, il est très gentil avec tout le monde. Donc Joseph II rêvait certainement d'un héritier plus haut en couleur, donc il décide, ni plus ni moins, pour faire son éducation, de l'emmener à la guerre, ses formateurs, et ça tombe bien, on a une guerre en cours avec les Turcs qui dure depuis très longtemps. Et donc c'est très jeune que le jeune François II fait ses premières armes. Je rappelle quand même à tout hasard, pour ceux qui l'auraient oublié, qu'il est né en 1768, qu'il a l'âge de Napoléon d'une certaine façon, qui est né l'année suivante. Donc en fait, les deux hommes sont finalement de la même génération, mais alors d'une éducation radicalement différente, sauf qu'ils ont des points communs malgré tout. Ils ont une éducation militaire. L'un l'a subi plus que l'autre, on va dire. Mais surtout, ils ont un énorme potentiel de résilience et de résistance.
parce que François II n'est pas dupe de ce qu'on raconte sur lui, et il va se forger cette cuirasse au cours de ses années de formation, écouter les insultes de son oncle à son égard, qui lui passent un peu par-dessus la tête, les reproches de son père, et ne va jamais se rebeller. Mais par contre, il va forger en lui des convictions très très fortes et très conservatrices, notamment qui vont l'aider finalement à prendre en main une monarchie qui est entrée en crise, hein, ne l'oublions pas, au moment où des guerres entreprises contre la France à partir de 1792-1793. Donc cette personnalité se confie peu. Et pourtant, il a énormément de frères et sœurs. Léopold, son père, a eu plus d'une dizaine d'enfants avec son épouse, qui était, si mes souvenirs sont bons, infante d'Espagne à l'origine. Et donc, François a notamment des frères importants à ses côtés. Le plus important d'entre eux, évidemment, c'est le fameux archiduc Charles de Teschen, qui estime à plusieurs reprises que finalement les choses ont sans doute été mal faites et qu'il aurait mieux fallu qu'il naisse avant son frère. Cependant, François, lui, est évidemment d'une toute autre opinion, et il va s'évertuer justement à ravaler son frère. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les Bonaparte, hein, finalement. Habsbourg-Bonaparte, même combat. On a une famille, on est obligé de faire avec. Et donc les conflits entre François II et Charles sont quand même relativement méconnus, mais sont quand même relativement aussi violents, dans le sens où l'un et l'autre incarnent deux ailes politiques différentes à la cour. Charles se réclamant d'ailleurs davantage de l'héritage laissé par Joseph II, l'héritage réformateur, quand François II prétend, lui, incarner la fameuse révolution conservatrice que son tuteur et maître à penser, Colloredo, incarne dans toute sa splendeur. Lui et un autre personnage très important qui est le baron Tougout, le maître de la diplomatie autrichienne pendant toute la Révolution française, qui est lui-même l'héritier déguisé de Kaunitz. François II, d'ailleurs, va faire, lorsqu'il accède au pouvoir en 1792, fait un acte d'autorité très important. Il renvoie Kaunitz. Il met un terme à toute la politique étrangère qui était celle de Marie-Thérèse, parce que Kaunitz avait commencé sa carrière à ce moment-là, sous Marie-Thérèse, puis sous Joseph II, puis sous Léopold. Et c'est vrai que Kaunitz incarnait d'une certaine façon un certain modérantisme, tout en voulant maintenir l'Autriche au plus haut niveau des puissances européennes. C'est-à-dire une diplomatie du mariage, une diplomatie des alliances un peu contraintes, qui explose littéralement lorsque la révolution éclate. Et donc François II, lui, prend très vite ses décisions, bien sûr influencé par Colloredo, qui consiste à dire que Kaunitz n'arrive plus à lire clairement les nouveaux équilibres européens qui sont en train de naître et dans lesquels l'Autriche doit finalement agir à rebours de sa précédente politique, c'est-à-dire en redevenant résolument plus agressive. Et c'est ce qui va se passer notamment avec l'aide de Tougout, qui connaît très bien effectivement le système de pensée de Kaunitz, mais qui va d'un autre côté basculer lui aussi effectivement dans la réaction et entraîner l'Autriche dans des conflits de plus en plus meurtriers et de plus en plus désastreux, parce que malheureusement l'armée autrichienne, elle, c'est ce qui a été le plus mal réformé sous le règne de Joseph II. Joseph II, on le sait, n'était pas un grand militaire, même s'il est allé plusieurs fois en campagne. Et l'armée autrichienne, quand elle entre en campagne en 1792, finalement, c'est encore un peu l'armée de Marie-Thérèse, l'armée avec des généraux qui ont une certaine conception de la guerre et qui ne vont pas du tout chercher à la modifier, et qui n'ont pas appris, ou très peu appris, des défaites subies contre la Prusse pendant la guerre de 7 ans. Et donc, alors qu'on leur annonce un combat facile contre des révolutionnaires dépenaillés, se retrouvent battus à plat de couture à partir de 1794, et que dire, bien sûr, de la campagne d'Italie à partir de 1796. Là-dedans, François réagit
de façon relativement intelligente aussi, il faut quand même lui reconnaître, il va militariser littéralement la fonction d'empereur, qui jusqu'à présent était celle quand même d'un chef d'État sacré qui n'était pas censé se retrouver à la tête de ses troupes depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire que les empereurs romains germaniques ont peu à peu délaissé l'épée pour la plume, d'une certaine façon, et on l'a vu notamment lors des règnes précédents, même des empereurs du XVIIe. Ce ne sont pas des empereurs guerriers. Ils préfèrent déléguer justement à des professionnels de la guerre, notamment des Italiens, avec Montecuccoli, pour ne citer que lui, ou d'autres valeureux chefs de guerre. On en trouve à l'époque de Marie-Thérèse, bien entendu. Et donc, on pense par exemple à Starhemberg, et il y aura d'autres grands noms qui vont apparaître, les Liechtenstein, les Auersperg, qui sont des militaires de métier. Mais François II va littéralement militariser la fonction. Il va revêtir l'uniforme. En fait, en cela, d'une certaine façon, ils prennent le pli, lui, le tsar de Russie, le roi de Prusse, un peu plus le roi de Prusse, parce qu'il y avait déjà une bonne tradition militaire. Mais finalement, ils suivent les traces d'un certain Napoléon Bonaparte, qui se révèle à la fois chef de guerre et chef d'État. On voit que François va littéralement transformer la fonction qu'il habite, la rendre aussi plus civile d'une certaine façon, même s'il est très attaché évidemment au caractère sacré de la monarchie, et ça il ne va jamais en dévier, mais il va aussi renforcer cet aspect administratif qui avait déjà été très développé sous Joseph II. Alors il va le faire d'une certaine façon tout en maintenant l'absolutisme à son plus haut degré, et c'est ce que regrette d'ailleurs son frère, l'archiduc Charles, qui estime que son frère prend souvent de mauvaises décisions parce qu'il a beaucoup de mal à consulter les bonnes personnes au bon moment. Et donc, la cour d'Autriche, en 1805, est littéralement scindée en deux grands camps, qu'on distingue mal, même en France, à cette époque-là. Il y a très peu d'analyses qui sont faites, même par Talleyrand, sur les différents équilibres qui existent à la cour d'Autriche, parce qu'on a l'impression qu'il s'agit d'un monde finalement assez uniforme, assez clos, qui fait bloc autour de la figure de l'empereur. Mais en fait, non. On a d'un côté les partisans du réformisme, les héritiers de Joseph II, mais qui appartiennent, ou plutôt les anciens serviteurs de Joseph II, qui sont la génération précédente. Zinzendorf en fait partie. Il a déjà presque 70 ans à l'époque de la campagne de 1805. Ce sont des gens qui sont considérés comme des vieillards. À côté de lui, il y a aussi Rothenan, le grand spécialiste des affaires juridiques, qui milite dans le sens d'une réforme des institutions administratives françaises. Rothenan a étudié le nouveau Conseil d'État lancé par Bonaparte à partir du consulat. Il en est émerveillé. Il dit voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut qu'on réforme. Il faut imiter les Français d'une certaine façon. Et puis de l'autre côté, vous avez un camp ultra-conservateur qui, d'une certaine façon, ne cherche pas à conserver l'acquis. Il cherche à créer une monarchie conservatrice reposant sur des piliers qui sont effectivement l'Église, l'armée et la police, nouveauté, c'est-à-dire qu'en fait, cet ultra-conservatisme ne cherche pas en fait, à recréer une société d'ancien régime parce que la société a déjà changé. Non, on cherche à créer un régime en réalité ultra-répressif, un régime autoritaire qui s'inspire, alors ça, on pourra toujours bien sûr discuter, mais qui s'inspire souvent d'ailleurs de créations françaises, comme le ministère de la Police. Il faut quand même remercier nos jacobins d'avoir inspiré les ultra-conservateurs de l'époque dans les pays voisins, disant après tout, c'est super, ces gens qui contrôlent tout, qui vont dans les maisons, qui perquisitionnent à toute heure, qui se moquent des droits des uns et des autres, au nom de la raison d'État et de la sécurité, c'est génial, on va faire exactement la même chose. C'est ainsi que disparaissent d'ailleurs des droits entiers, que ce soit à Milan, parce que rappelons que la monarchie habsbourgeoise, évidemment, c'est une mosaïque de peuples, mais aussi une mosaïque de traditions. Et ces traditions-là, on va commencer à les verrouiller, à les vider de leur substance pour mettre au contraire en place des modèles répressifs
assez uniforme d'un point à l'autre de la monarchie. Et la police, évidemment, en est un des éléments les plus probants. Donc, la police à Vienne va d'ailleurs se développer sur le modèle français. Hein, je n'invente rien. Marie-Thérèse, déjà en son temps, en 1770, avait commandé un grand rapport à Lenoir, qui était donc le chef de la police parisienne, pour justement essayer de s'inspirer du modèle qui existait déjà en France et de l'intégrer à l'Autriche. Et lorsque, bien sûr, le directoire fonde le ministère de la police, on voit apparaître petit à petit des traits communs entre la police des différentes monarchies européennes et celle de la France. Donc c'est une police qui est extrêmement centralisée, bien entendu, avec une direction qui se trouve à Vienne et dont l'appareil imite d'une certaine façon les services administratifs existants de la cour, qui ont été réformés au cours de Joseph II et dont les réformes se sont poursuivies d'une certaine façon. Donc François II, tout en renforçant son appareil policier, on voit apparaître aussi à Vienne, je dois le préciser, de nouveaux établissements qu'on ne connaissait que très peu auparavant. Ce sont des hospices d'un genre particulier, c'est-à-dire des ateliers de travail forcé où on va mettre au boulot les personnes qu'on ramasse dans la rue, tout ce qui est vagabond, prostituée, etc. Une fois que vous entrez là-dedans, vous n'en sortez pas. Enfin si, vous en sortez les pieds devant. Donc parce qu'il n'est pas question d'ailleurs de laisser proliférer la mendicité, etc. Donc là aussi, ça s'inspire en grande partie des modèles des hôpitaux généraux français. Et c'est d'une redoutable efficacité parce que quand on fait le compte, il se trouve que des Autrichiens, dès cette époque-là, rendent des statistiques régulièrement à l'empereur. Vous avez 3 fois moins de mendiants, voire 10 fois moins de mendiants à Vienne qu'à Paris à la même époque. Ce qui prouve que là aussi, l'appareil répressif fonctionne à plein. Donc, par ailleurs, le jeune empereur, outre le fait qu'il a démissionné Kaunitz lors de sa prise de fonction, va renforcer un organe ministériel qui s'appelle la Conférence d'État. Je ne vais pas entrer dans des considérations administratives et politiques. Si vraiment ça vous intéresse, tout se trouve dans le livre. Là, vous aurez toutes les différentes branches d'administration autrichienne, à la fois centrale mais aussi régionale, parce que c'est extrêmement complexe, hein, la monarchie habsbourgeoise. Néanmoins, parce qu'on doit avancer, néanmoins, François II va désosser le Conseil d'État qui avait été créé sous Marie-Thérèse, ou du moins lui donner une importance moindre pour renforcer ce qu'on appelle la conférence des ministres. Et en fait, cette conférence des ministres, elle existait bien entendu déjà depuis très longtemps, depuis au moins le XVIe siècle. Eh bien, cette conférence, cette Staatskonferenz, elle est pratique pour l'empereur parce qu'en fait, il la convoque quand ça l'arrange, quand il a besoin de savoir qui consulter, et surtout, contrairement au Conseil d'État, qui est finalement un organe fixe, s'il n'a pas envie de voir un ministre, il lui dit de ne pas entrer. Le 1er janvier 1805, il se passe quelque chose de très important à la cour de Vienne. Alors que toute la cour est rassemblée pour souhaiter la nouvelle année à l'empereur, on remarque que Dietrich Stein, l'un des hommes les plus importants de la cour, qui a rang de ministre, le futur gouverneur de l'Aiglon, eh bien, n'a pas le droit d'entrer dans le salon de l'empereur. On le laisse à la porte et au contraire, on fait entrer un conseiller de beaucoup plus bas rang à sa place, histoire de montrer que Dietrich Stein est en train d'entrer en disgrâce. Et qu'au contraire, il y a un autre personnage qui monte, lui, c'est le comte Zichy, qui cumule des fonctions surtout administratives et financières, et sur lequel François II va s'appuyer notamment pour prendre des décisions qui sont finalement très graves, celle de rejoindre la coalition contre la France qui est en train de se monter à l'instigation de l'Angleterre et de la Russie. Alors justement, voilà, deux excellentes caricatures, François II partant pour la guerre, François II revenant de la guerre. Je ne sais pas si vous les connaissiez, celles-là, elles sont extraordinaires. Je laisse passer un ange, voilà.
très bruyant. Et donc nous avons ni plus ni moins que John Bull en train de manger, qui tend une bourse à l'empereur d'Autriche. Alors juste pour vous rafraîchir la mémoire, parce que je ne doute pas que vous le sachiez, vous savez tous qu'en 1804, François II est devenu aussi empereur d'Autriche. Il est toujours empereur du Saint-Empire romain germanique, mais il a obtenu une deuxième couronne impériale. En fait, il est doublement empereur. Pourquoi ? Parce que d'abord, Napoléon s'est fait proclamer empereur des Français et il ne veut plus dépendre des électeurs du Saint-Empire. Il rêve de rendre totalement héréditaire la couronne du Saint-Empire et celle de l'Autriche. Et néanmoins, là, les conseillers lui disent « Attention, il ne faut pas toucher à l'édifice de l'Empire, du Saint-Empire ». Donc François II en tient compte d'une certaine à sa façon. Il n'y touche pas. La couronne du Saint-Empire, il n'a aucune illusion sur l'avenir d'ailleurs du Saint-Empire, va demeurer telle qu'elle est dans sa transmission. Mais de l'autre côté, il se proclame lui-même empereur d'Autriche avec possibilité justement de transmettre la couronne à ses héritiers directs sans passer par la voie électorale. Là encore, vous voyez, l'ultraconservatisme, c'est aussi une manière de revenir sur des choses très établies. François II ne rêve finalement que n'a qu'un projet, c'est liquider le Saint-Empire. C'est même pas Napoléon qui va le faire en réalité. Lorsqu'on signe la paix de Presbourg à la fin de l'année 1805, pour François II, il est évident que le Saint-Empire a vécu, mais ses services ont tout fait pour que ce soit le cas. Dès 1801, avec la paix de Lunéville, les recesses d'empires qui se sont succédés, on voit que l'Autriche est sur le point d'abandonner le Saint-Empire, l'idée même de constitution médiévale parce que trop ancien, et qu'il faut y substituer un nouveau modèle, et ce modèle, ce sera effectivement l'Empire d'Autriche, ultra centralisé d'une certaine façon, avec un monarque absolu qui en plus a la possibilité de transmettre héréditairement la couronne. Là, d'une certaine façon, il y a des parallèles qui sont très intéressants à faire entre ce que Napoléon fait, François II fait de son côté, et qui choquent même d'une certaine façon parfois certains de ses alliés les plus réactionnaires. Donc pour montrer que là encore, la nécessité de bien penser, de bien peser ce que signifie cet ultraconservatisme ne signifie pas de remettre en selle un modèle qui est parti, mais plutôt d'en inventer un nouveau. Et donc, oui, alors, pour en revenir à la caricature, donc François II prend l'argent de l'Angleterre, de John Bull, et puis il revient ensuite bien piteux, appuyé sur ses béquilles, réclamer de nouveau l'aumône parce qu'il doit payer les dommages de guerre qu'il doit à la France, et puis on a le chien qui vient lui pisser directement sur la béquille. Là. Donc voilà, c'est assez féroce. Il y a une part de vérité, évidemment, comme toujours, une grosse part d'exagération. François II, comment a-t-il été mené vers la guerre ? C'est là, en fait, qu'on va essayer de comprendre, parce qu'une grande partie de la cour d'Autriche était farouchement contre l'idée même de la guerre. À commencer, bien entendu, par l'archiduc Charles, qui, lui, a affronté les Français à plusieurs reprises au cours des campagnes d'Italie et de Suisse de 96 à 99, et qui connaît l'ampleur du chantier de réforme qu'il faut mener dans l'armée autrichienne. Et en plus, cette réforme, elle est en train de se mettre en place et elle porte petit à petit ses fruits. Les fusils sont meilleurs, on a revu entièrement le pactage du soldat, on a même mis en place un régime indemnitaire pour les officiers, qui coûte plus cher d'ailleurs à la monarchie qu'auparavant, mais l'idée justement c'est de rendre plus efficace tout cela. Et l'archiduc Charles est désespéré en voyant son frère se diriger à grands pas vers la guerre, parce qu'il sait qu'il a besoin encore au moins 2 ou 3 ans avant que son plan de réforme de l'armée soit entièrement mis en œuvre. Et derrière, en fait, vous avez des opposants à l'archiduc Charles, et le principal d'entre eux s'appelle Karl Mack von Leiberich, qui prétend que, d'une certaine façon, qu'il n'y a pas besoin d'attendre, qu'il faut entrer en guerre, pour une bonne raison, c'est que les Français sont affaiblis, paraît-il, et que c'est le meilleur moment, et que si on attend, la guerre sera plus dure à mener 3 ans plus tard.
D'une certaine façon, c'est un raisonnement qui peut aussi se comprendre. D'autant plus que les subsides anglais toquent à la porte. On leur dit qu'ils vont toucher beaucoup d'argent si ils acceptent d'entrer en guerre dès 1805. Et donc, pour convaincre François II, la pression est quand même assez importante. Vous avez l'ambassadeur de Russie à Vienne, Andrei Razumovsky, qui est un des grands diplomates de son temps. Il a commencé sa carrière à la fin des années 1770 sous Catherine II. Il fait partie de cette garde de talents que Catherine II avait suscité, c'est-à-dire que ce ne sont pas de grands aristocrates, de grands princes russes non, la plupart du temps, ce sont des fils de la noblesse subalterne, on va dire, de la petite noblesse, qui se sont élevés parce qu'ils sont particulièrement doués. Et donc, Razumovsky, lui, c'est l'âme de la campagne anti-française qui est menée depuis 1801, quasiment, enfin depuis l'assassinat du tsar Paul, en Europe. Les Russes tentent de déstabiliser l'intégralité de l'équilibre européen à cette époque-là, d'abord en intervenant directement pour la première fois dans les affaires du Saint-Empire, notamment lors du recess de Ratisbonne qui a eu lieu en 1802-1803, en laissant entendre qu'il y avait des alliances secrètes entre Napoléon, la Prusse, entre Napoléon et l'Autriche, qui ont essayé de jouer sur pas mal de tableaux, dont l'idée que le tsar devienne l'arbitre, le dernier arbitre, dernier recours de la paix en Europe. Et ils le font très très bien parce que Razumovsky à Vienne a beaucoup de pouvoir d'influence. Et Razumovsky d'ailleurs touche de l'argent de la part de la cour de Russie, mais aussi de la cour anglaise. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, vous pouvez admirer le jardin qu'il a fait construire dans le cadre de son ambassade à Vienne. En fait, ça a été payé sur les fonds qui étaient censés acheter les militaires autrichiens. Il en a gardé une partie pour lui, il en a fait un très beau jardin. Et donc, derrière aussi, il y a des fonctionnaires autrichiens qui perçoivent, qui sont corrompus, notamment l'ambassadeur d'Autriche à Saint-Pétersbourg reçoit beaucoup d'argent. On est en train de négocier au haut niveau. Et en fait, évidemment, chacun touche une commission à partir du moment où les fonds arrivent pour financer la guerre. Le problème, c'est que ces fonds n'arrivent pas en monnaie, en or, en lingots ou quoi que ce soit, ils arrivent en papier. Et la monarchie autrichienne a vraiment un talon d'Achille à cette époque-là. Ce n'est pas seulement le fait que la réforme de son armée soit inachevée, c'est sa santé économique. La plus grande partie des échanges financiers se font sous forme d'assignats, enfin de l'équivalent des assignats français, c'est-à-dire ce qu'on appelle le papier-monnaie, des billets de banque. Et surtout, la cour de Vienne ne reconnaît pas le cours réel de la monnaie papier. Pour elle, un florin égale un florin. Alors que tout le monde sait qu'il y a des fluctuations économiques liées à une mauvaise récolte, liées aussi à de bons résultats. C'est-à-dire qu'un florin peut valoir plus sur du papier-monnaie et puis être dévalué le lendemain, etc. Comme il n'y a pas de banque centrale ou nationale comme on est en train de le faire en France, eh bien, en fait, chacun utilise finalement, fait semblant d'admettre qu'un florin égale un florin, mais derrière, vous avez une grosse partie de l'économie autrichienne qui calcule en réalité le véritable cours en fonction justement des matières premières, les matières premières qui sont, à commencer, le sel, le tabac, le verre, etc., le blé, évidemment. Donc en fonction du cours de ces matières premières, on a le cours réel. Et ça, même Daru va rien comprendre lorsqu'il arrive à Vienne en 1805. Il va dire aux Autrichiens, mais combien vaut un florin par rapport à un franc? Et on lui dit, mais on ne le sait pas. Et donc ils sont obligés d'inventer une sorte de cours le temps de l'occupation pour dire, bon, alors un florin, ça vaut à peu près, je l'ai écrit, c'est dans les 1 franc 70, je crois, mais pendant toute l'occupation, on va essayer de
voilà, de faire en sorte de trouver ce bon équilibre. Alors évidemment, pour ce qui est des dommages de guerre, ça arrange les Autrichiens de laisser entendre qu'ils vont payer en francs plutôt qu'en florins, parce que en fonction évidemment du cours qui est le leur. Évidemment, le vrai papier-monnaie peut être concurrencé par du faux papier-monnaie. Et Napoléon va arriver à Vienne avec dans ses bagages, dans ses fourgons, des caisses entières de fausses monnaies autrichiennes prêtes à être injectées dans le circuit. Et d'ailleurs, au cours d'une audience qu'il donne à la Régence de Vienne, il va menacer de le faire, de dire, écoutez, j'ai 100 millions de votre papier-monnaie prêt à être lancé, continuez à me résister, et effectivement, je le fais. Et puis, vous avez aussi la spéculation qui existe, évidemment, et qui va connaître des sommets au cours de l'occupation. Alors ici, vous avez un petit exemple effectivement de la façon dont travaille François II. Donc, c'est tiré des archives autrichiennes. Vous avez l'empereur qui commente en fait un rapport qui lui est fait. Et il le fait toujours de façon extrêmement détaillée. On a vraiment quelqu'un qui lit chaque lettre et qui donne son point de vue. Voilà, donc une très très jolie représentation de Prestel, voilà, montrant le carrosse impérial à la sortie de la cathédrale Saint-Étienne. Et donc, évidemment, ce n'est pas dans ce carrosse que part François II quelques jours avant l'entrée des Français, mais dans des bagages beaucoup plus faciles à transporter. Pour la première fois, la monarchie est obligée donc de plier bagages, de partir, et donc ils vont gagner la Bohême, mais aussi la Hongrie, où se trouvent d'autres archiducs à ce moment-là. Et donc François va laisser sur place un homme de confiance, qui est le comte von Wrebna, choix qui va surprendre Napoléon parce qu'il s'attendait à un grand aristocrate autrichien. Et en fait, il a quelqu'un qui est avant tout un administrateur civil, un collectionneur de minéralogie au demeurant. Et Napoléon va trouver finalement assez humiliant de devoir traiter avec le comte von Wrebna, et va même lui dire en face lors d'une audience. Et Wrebna va être très vexé et va tout faire justement pour saboter le paiement des contributions en retour. Donc voilà. Et puis donc évidemment l'empereur raffole de tout ce qui est correspondance secrète. Voilà, c'est un homme de cabinet, c'est un homme de renseignement, et il a tendance aussi à garder bien sûr l'information pour lui, ne pas la partager. Donc j'en arrive à la dernière partie de cette conférence. C'est aussi, vous avez vu les équilibres, les dangers qui menacent la monarchie. Maintenant, on va plutôt s'intéresser, juste pour terminer, sur ce que pense le Viennois de la rue, sur la façon dont il est gouverné et sur la façon dont il vit, bien sûr, le quotidien de cette occupation. Et donc, là, je vous ai reproduit à nouveau la carte avec les différents noms des quartiers bien visibles, j'espère. Donc, vous avez bien sûr les quartiers centraux, Schottenviertel, Wimmerviertel, Stubenviertel, Kärtnerviertel, où se trouve la Hofburg. Et puis tout autour, qui ne sont plus des Viertel, qui signifie quartier, mais des Stadt, d'une certaine façon, les faubourgs. Vous avez Leopoldstadt, Josefstadt, Landstraße, Wieden, St. Ulrich, Mariahilf. Donc ça, ce sont les quartiers nouveaux qui ont poussé. Leopoldstadt est relativement ancien. Déjà, c'est le quartier qui a été construit sur l'ancien ghetto juif qui était présent depuis le Moyen-Âge, en réalité. Et surtout, Leopoldstadt, c'est le quartier qui borde le Prater. Et en fait, à Vienne, c'est vraiment une ville qui est encore extrêmement segmentée entre catégories sociales. On ne se mélange pas les uns les autres. Et même au Prater, vous avez une différence qui est faite. Vous avez le Prater des nobles, qu'on appelle le Nobelprater, et le Prater des non-nobles, qu'on appelle le Wurstelprater. Est-ce que j'ai besoin de traduire ? Donc, c'est le Prater des saucisses. Et on ne se mélange pas.
parce que évidemment il y a une ségrégation sociale extrêmement forte qui existe à Vienne à cette époque-là. Et en fait, c'est cette ségrégation sociale qui va faire notamment que l'occupation, d'une certaine façon, va se dérouler sans trop d'accrocs, dans le sens où la régence qui reste va avoir la main extrêmement lourde sur le moindre petit dépassement. On a le cas, par exemple, j'avais retrouvé dans les archives de la police, et notamment des comparutions immédiates. En décembre 1805, on fait comparaître une servante qui a eu la mauvaise idée de quitter son travail 20 minutes trop tôt. Elle comparaît devant le tribunal de son quartier. Donc c'est pour montrer qu'en fait, on a serré la vis au maximum pour justement éviter d'abord tout débordement lié à l'absence de l'empereur et de ses services. La police qui reste est le seul et dernier service qui tient la ville d'une certaine façon. Et puis aussi pour montrer aux Français que la population fait bloc. Or, ce n'est pas le cas. Dès le mois avant même que les Français arrivent, dès le printemps, la fin du printemps 1805 et l'été 1805, avant même que les premiers combats commencent réellement en Allemagne, vous avez des mouvements populaires, alors qui pas à Vienne même, mais dans les environs, pas très loin. On recense une ou deux émeutes liées d'abord à des problèmes d'approvisionnement en pain, mais aussi on a une émeute qui éclate parce que un boulanger a frappé son apprenti et que les voisins ont alerté les autres voisins et que ça s'est tourné contre justement le boulanger qui avait certainement d'autres choses à se reprocher. On a le cas d'une émeute qui est lancée par un instituteur, où là on voit qu'on a des éléments très populaires qui commencent à émerger. Et donc là, à chaque fois, le gouvernement répond en disant « ce ne sont pas les Autrichiens, ce sont des étrangers ». C'est-à-dire des Italiens, des Français qui se sont installés là, ou d'autres nationalités. On refuse de considérer que ce soit des Autrichiens qui sèment la perturbation. Il faut dire aussi qu'il y a une bonne mentalité de maintien de l'ordre qui existe. Et ça, c'est l'anecdote que je préfère raconter à chaque fois, que j'ai trouvée en lisant les rapports entre la police française et la police autrichienne et les services français d'occupation. Lorsque Clark est nommé gouverneur général par Napoléon, évidemment, son premier geste est de se faire rendre compte du fonctionnement de la police autrichienne dans Vienne pour aider au maintien de l'ordre. Et donc, il sait qu'à Paris, il y a une caisse noire qui existe, que Fouché utilise abondamment, qui est la caisse notamment des taxes sur le jeu et qui permettent de financer les indicateurs. Et donc il pose la question naïvement au commissaire Ley, le chef de la police autrichienne, en disant « Combien donnez-vous à vos indicateurs ?» Et on lui répond « Mais rien du tout, ici les gens sont contents de dénoncer. » Voilà. Donc c'est très joli cette réponse. Hein. D'une certaine façon, là on voit aussi les vieux réflexes effectivement d'une ville sainte de rempart où tout le monde observe tout le monde. Et question d'énonciation, entre octobre et décembre 1805, il va y en avoir pas mal, mais moins pour des faits politiques, plutôt de la délinquance, notamment lorsque vous avez votre voisine au demeurant pharmacienne ayant pignon sur rue, de la bonne bourgeoisie qui ouvre un bordel clandestin pour les militaires français. Ça, vous allez dénoncer immédiatement à votre policier municipal. Ce que je vous cite est rigoureusement vrai. Hein, on les retrouve dans les archives de l'époque. Par contre, des faits d'opinion politique, il y en a quelques-uns, mais on se rend compte aussi que les Français ont eu tendance à vouloir au maximum limiter les mouvements d'humeur contre la monarchie autrichienne. Pour une bonne raison, c'est qu'ils ne veulent pas d'abord mettre bas François II, ils ne veulent pas le remplacer, ils ne sont pas là pour ça, d'une certaine façon. Les guerres révolutionnaires sont derrière nous. Et puis surtout, s'il y a des émeutes entre Autrichiens, ça veut dire qu'il va falloir mobiliser de la troupe encore, et on en a besoin. Voilà. Donc, on va faire en sorte que
les ordres passent bien, qu'on n'humilie pas trop non plus les personnes sur place. Et puis, on va bien sûr on va s'appuyer sur la presse locale. On va nommer un Autrichien rédacteur en chef du Wiener Zeitung, ainsi que des Extrablatt qui vont être publiés lorsqu'une grande affaire a lieu, comme Austerlitz, évidemment. Mais on va le surveiller de très près, ce secrétaire, ce rédacteur, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il est très révolutionnaire et qu'il veut publier des articles qui attaquent l'empereur, qui attaquent la famille impériale. Et là, Clark, Daru et Hulin disent non, 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 surtout pas. Et donc, d'ailleurs, ce rédacteur autrichien, il va partir plus tard avec l'armée française en janvier 1806, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas rester. Il va être accusé à la fois de collaboration, mais aussi de lèse-majesté. Et donc là, François retrouve les petits tableaux qu'on avait présentés tous les deux lors d'une conférence récente à l'École des Chartes sur les conditions d'occupation et de la campagne de 1805. Comme vous pouvez le voir, les principaux faits relèvent davantage effectivement de l'ordre public, de la prostitution, des vols, que finalement on ne trouve pas non plus de faits politiques. On voit résistance, émeute, effectivement. Il y a quelques cas où on va essayer de résister à l'ordre, mais là, pour le coup, c'est vraiment plus contre les Français, parce qu'un soldat français a maltraité un prisonnier dans la rue, parce qu'il y a une rumeur qui court que les Français ont été battus et que les Russes arrivent. Alors ça, par contre, effectivement, ça marche et les gens ne se soulèvent pas, mais commencent à montrer des signes de nervosité ou commencent à insulter les Français dans la rue. Donc ça, il y en a quelques-uns, mais extrêmement, extrêmement peu. Et on essaye aussi de maintenir l'ordre le plus serré possible, au besoin en accusant les personnes qui n'ont rien à voir là-dedans. Et bien sûr, comme toujours, les boucs émissaires parfaits, les juifs, qu'on surveille encore plus que d'habitude, et les femmes, parce qu'il ne s'agirait pas d'oublier la moitié de la population. On va les accuser, on va accuser les femmes de propager les rumeurs et fausses nouvelles. Alors qu'en fait, quand vous regardez les rapports de la police, on se rend compte que ce sont des hommes la plupart du temps, et voire même de bons aristocrates ou de bons bourgeois qui sont à l'origine des rumeurs qui ont occasionné parfois un début d'émeute, ou du moins d'émotion populaire. Donc voilà, sans surprise, les arrondissements les plus touchés en fonction des types de crimes et délits. Et voilà, il n'y a rien de très extraordinaire. Les violences, c'est dans les faubourgs, la prostitution aussi. Et donc, à l'intérieur même de Vienne, on trouve les vols et l'ordre public. Donc on a le sang un peu plus chaud à certains endroits, et on sait pourquoi on vole à cet endroit, parce que c'est là où vous trouvez les gens qui ont le plus de moyens financiers, évidemment. Donc, comme par hasard, tout est normal. Voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est une affaire qui est très complexe et qui est une sérieuse alerte pour la monarchie autrichienne, qui va faire l'objet de sérieuses critiques à l'intérieur même de la cour. Zinzendorf est très critique. Lui, il reste sur place. Il va rencontrer Napoléon 2 fois. La deuxième fois, même en tête-à-tête, parce que Napoléon l'a repéré, l'a trouvé excessivement intelligent, et il veut lui faire passer des messages à l'intention justement de François II. Et donc Zinzendorf estime que François II n'a pas été à la hauteur de l'occupation. Ça, c'est la principale source de grief qu'il identifie. Et ce qu'il voit après Austerlitz le conforte même dans cette opinion, estimant qu'à l'âge qu'a l'empereur d'Autriche, il n'y a aucune chance de le voir se réformer, dit-il. Il l'écrit tel quel dans son journal quelques jours avant le nouvel an de 1806. Zinzendorf est très vieux, il sent qu'il touche à la fin de sa vie, il peut se permettre ce genre de considération. Et lui, le voit l'arrivée, le retour de l'empereur
à Vienne, dans sa capitale, en janvier 1806, avec un sentiment beaucoup plus amer. Il voit que beaucoup de personnes, finalement, sont soulagées, bien sûr, que les Français soient partis. C'était le principal objectif. L'empereur est accueilli en héros, en libérateur, mais derrière, il y a des tensions, il y a des petites choses qui ne vont pas. Par exemple, l'impératrice, pendant longtemps, refuse d'aller saluer la foule devant la Hofburg. Il faut la convaincre pour qu'elle finisse par paraître à la fenêtre, parce que pour elle, c'est clair qu'on n'est pas dans la fête. Elle-même s'est très mal conduite pendant que son mari était du côté d'Austerlitz, était en train de sauver ce qui était pouvoir sauver. Elle avait été évacuée un peu plus loin et on lui reproche d'avoir continué à organiser des fêtes, etc. Et là, brusquement, en janvier 1806, elle commence à se dire « je vais peut-être me faire huer ». Et effectivement, évidemment, ce n'est pas ce qui va se produire, mais il y avait un risque réel. Effectivement, l'impératrice est impopulaire. Ça, c'est clair. On le voit dans les différentes correspondances. Et puis, ce sera le mot de la fin, la conclusion. Je la reproduis justement en fin du livre. Zinzendorf, en sortant du palais de la Hofburg, une fois que la foule commence à se disperser, apprend que 3 ou 4 enfants se sont enchaînés au carrosse qui a ramené l'empereur et, paraît-il, ont beaucoup pleuré pour montrer à quel point ils étaient contents de voir revenir le père de la nation. Et il ajoute dans son journal « ou peut-être on fait semblant ». Voilà. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention.